Une femme enceinte de 8 mois fut arrachée de son lit au milieu de la nuit et abandonnée dans une vieille maison sombre, loin de tout et de tous. Elle pensait qu'elle allait mourir seule là-bas, sans personne pour l'aider lorsque le bébé naîtrait. Mais alors apparut un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver dans cet endroit oublié, et ce qu'il lui proposa changea tout pour toujours. Avant de poursuivre, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cette histoire se déroule dans une région rurale du Limousin en l'année 1913. À cette époque, les grandes exploitations agricoles dominaient le paysage et les grands propriétaires terriens avaient un pouvoir absolu sur tout et sur tous. Les femmes vivaient sous des règles sociales strictes. Une femme célibataire dépendait de son père, une femme mariée obéissait à son mari, et une veuve était à la merci de la famille de son défunt époux ou de sa propre chance, qui était presque toujours cruelle. Marianne Dubois avait 32 ans lorsque sa vie s'écroula pour la seconde fois. C'était une femme de taille moyenne, avec des cheveux châtains, toujours attachés en un chignon discret. Ses yeux étaient sombres et expressifs, révélant une intelligence silencieuse qu'elle avait appris à cacher. Elle portait des robes simples en coton, rien qui n'attire l'attention, car elle avait appris très jeune que les femmes qui se démarquaient subissaient des conséquences. Marianne était née dans une famille modeste de Villeneuve-sur-Creuse. Son père était employé de bureau dans une entreprise de transport et sa mère cousait pour des tiers afin de compléter les revenus. Ils moururent à quelques mois d'intervalle quand elle eut 23 ans. La fièvre typhoïde emporta d'abord sa mère et son père, déjà affaibli par le chagrin, ne résista pas à une pneumonie l'hiver suivant. Orpheline et sans ressources, Marianne accepta la proposition de mariage de Joachim Lefebvre, un homme de 15 ans son aîné, qui travaillait comme régisseur dans une ferme d'élevage. Ce ne fut pas un mariage d'amour, mais de nécessité. Joachim était veuf, sans enfant, et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison. Marianne avait besoin d'un toit et de nourriture. Ce fut un accord tacite entre deux solitaires. Les 5 années de mariage furent tranquilles, mais vides. Joachim était un homme silencieux, qui passait ses journées à travailler et ses nuits à lire de vieux journaux à la lueur d'une lampe à pétrole. Il traitait Marianne avec une indifférence polie, jamais avec cruauté, mais jamais non plus avec affection. Il partageait le lit, mais pas l'intimité. Il partageait les repas, mais pas de vraies conversations. Marianne n'était pas malheureuse, elle existait simplement. Lorsque Joachim mourut d'une attaque cérébrale à 53 ans, Marianne pleura plus par peur de l'avenir que par une perte réelle. Elle avait 28 ans et découvrit dans les semaines suivant l'enterrement qu'elle n'hériterait de rien. La maison où il vivait appartenait au domaine. Les quelques biens de Joachim furent réclamés par un cousin éloigné qui apparut avec des documents et un avocat. Marianne retourna à Villeneuve-sur-Creuse sans rien d'autre qu'une valise contenant ses vêtements. Elle trouva du travail comme gouvernante chez une famille de commerçants. Ce n'était pas un mauvais travail, elle gagnait peu, mais elle avait où dormir et quoi manger. La maîtresse de maison, Madame Amélie Moreau, était exigeante, mais juste. Marianne y resta 3 ans, économisant chaque sou qu'elle pouvait. C'est lors d'une fête de la Saint-Jean, chez des parents de sa patronne, que Marianne rencontra Charles Dumont. Il avait 35 ans, était régisseur d'une ferme d'élevage et semblait sincèrement intéressé par elle. Charles était différent de Joachim. Il parlait avec enthousiasme de son travail, de ses projets, de la façon dont il voulait construire une vie meilleure. Ils se marièrent 6 mois plus tard, lors d'une simple cérémonie à l'église paroissiale. Madame Amélie donna à Marianne une robe de mariée et une petite somme d'argent en guise de cadeau de départ. Marianne déménagea dans le domaine où Charles travaillait, une vaste propriété située aux alentours de Villeneuve-sur-Creuse, appartenant à une famille traditionnelle de la région. Les premiers mois de mariage furent les plus heureux de la vie de Marianne. Charles était attentif et affectueux, il conversait de tout. Il la consultait sur les décisions de la maison, valorisait son opinion, il faisait des projets pour l'avenir. Charles rêvait d'amasser suffisamment d'argent pour acheter un lopin de terre à eux.
où ils pourraient élever leurs enfants loin des exigences des patrons. Lorsque Marianne découvrit qu'elle était enceinte, la joie fut immense pour les deux. Charles fut si ému qu'il pleura lorsqu'elle le lui annonça. Ce serait leur premier enfant, une nouvelle vie qu'ils construiraient ensemble. Charles commença à travailler encore plus, acceptant des tâches supplémentaires pour économiser chaque sou possible. Il voulait que son enfant ait tout ce qu'il n'avait pas eu. La grossesse se déroulait sans problème. Marianne se sentait bien malgré les nausées matinales des premiers mois. Elle préparait le trousseau du bébé avec des chutes de tissu qu'elle réussissait à acheter à l'épicerie du village. Elle brodait des langes et des brassières à la lueur de la lampe à pétrole, imaginant le visage de l'enfant qu'elle ne connaissait pas encore. Charles rentrait du travail et posait sa main sur son ventre, parlant au bébé, promettant d'être le meilleur père du monde. Mais le bonheur fut de courte durée. Un après-midi de novembre, alors que Marianne était enceinte de 7 mois, Charles sortit vérifier le bétail dans le pâturage le plus éloigné du domaine. C'était une tâche routinière qu'il effectuait plusieurs fois par semaine. Le soleil était fort, le ciel clair, rien n'indiquait de problème. Charles monta son cheval et partit juste après le déjeuner, disant qu'il reviendrait avant le crépuscule. Il ne revint pas. Les heures passèrent, le soleil se coucha, la nuit tomba. Marianne commença à s'inquiéter, alluma des lampes à pétrole sur la véranda, espérant voir sa silhouette apparaître sur la route. Elle prépara le dîner et le laissa sur la table, refroidissant lentement. Lorsque l'aube arriva et que Charles n'était toujours pas apparu, Marianne réveilla le contremaître voisin, un homme nommé Benoît. Benoît rassembla 3 hommes, et ils partirent avec des torches pour chercher Charles. Ils le trouvèrent 2 heures plus tard, tombé près d'un talus. Le cheval paissait librement non loin de là, sans la selle, qui était brisée au sol. Il était évident ce qui s'était passé. La selle mal réparée s'était rompue. Charles était tombé, se cognant la tête sur une pierre. La flaque de sang séchée sur le sol montrait qu'il était mort des heures auparavant, probablement encore dans l'après-midi. Marianne ne put crier lorsqu'ils ramenèrent le corps de Charles. Elle resta paralysée, regardant le visage de son mari couvert de sang séché, les yeux clos, la peau déjà froide. C'était impossible que cela se produise. Le matin, il était vivant, souriant, faisant des projets. Maintenant, il était mort, et elle était enceinte de 7 mois, sans famille, dépendante de la bonne volonté d'étrangers. Les funérailles furent rapides. L'enterrement eut lieu le lendemain, dans un petit cimetière près de la chapelle du domaine. Peu de personnes y assistèrent. Charles n'avait pas de famille, connue dans la région. Les collègues de travail vinrent, présentèrent des condoléances formelles et partirent. Marianne resta seule devant le cercueil en bois bon marché, une main sur son ventre, essayant de comprendre comment tout s'était écroulé si rapidement. Dans les jours suivant l'enterrement, Marianne découvrit que sa situation était encore plus précaire qu'elle ne l'imaginait. La petite maison où elle vivait avec Charles appartenait au domaine. Le propriétaire, un homme appelé colonel Ferrière, la fit prévenir par le contremaître qu'elle devrait quitter la maison dans les 2 semaines. Un autre contremaître était en cours de recrutement, un homme marié qui aurait besoin du logement. Marianne tenta d'argumenter qu'elle était enceinte, qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle avait besoin de temps pour se réorganiser. Le contremaître Benoît fut gêné de transmettre la réponse du colonel. Il n'y avait pas d'exception. Les règles étaient claires. La maison était pour l'employé. Charles était mort. Marianne n'était plus employée, ni épouse d'employé. Elle devait partir. Elle essaya de trouver du travail dans les domaines voisins. Elle frappa à plusieurs portes, offrant ses services comme cuisinière, blanchisseuse, n'importe quoi. Mais personne ne voulait embaucher une veuve enceinte de 7 mois. Une femme sur le point d'accoucher était vue comme un problème, pas comme une solution. On lui disait qu'il n'y avait pas de place, qu'on n'avait pas besoin d'aide, ou qu'elle revienne après la naissance du bébé. Mais comment survivrait-elle jusque-là? Marianne pensa à retourner à Villeneuve-sur-Creuse, chercher Madame Amélie, son ancienne patronne, mais elle n'avait pas d'argent pour le voyage. Charles avait dépensé toutes leurs économies pour acheter du matériel afin de construire une nouvelle clôture que le patron avait exigée. Il ne restait rien.
Marianne n'avait que les vêtements qu'elle portait, quelques effets personnels et une somme dérisoire qui ne paierait même pas une semaine d'hébergement dans une pension bon marché. C'est alors qu'apparut Laure Dumont, la sœur cadette de Charles. Marianne ne savait même pas qu'il avait de la famille. Charles n'en avait jamais parlé, mais Laure surgit une semaine après l'enterrement, arrivant dans une vieille charrette tirée par un cheval famélique. C'était une femme de 30 ans, mince, avec des yeux durs et une bouche fine, toujours contractée dans une expression de désapprobation. Laure entra dans la maison sans demander permission et commença à fouiller les armoires et les coffres. Marianne, stupéfaite, lui demanda ce qu'elle faisait. Laure répondit froidement qu'elle prenait ce qui appartenait à la famille Dumont, les vêtements de Charles, ses objets personnels, tout ce qui avait de la valeur. Marianne tenta de protester, disant que ces choses étaient tout ce qu'il lui restait de son mari. Laure se tourna vers elle avec une expression de dédain. « Vous n'êtes pas de la famille », dit-elle d'une voix coupante. « Vous avez été sa femme moins d'1 an. Je suis de son sang, et cet enfant que vous portez, qui garantit que c'est bien le sien. » Marianne eut l'impression d'avoir reçu une gifle. L'accusation était si absurde, si cruelle, qu'elle en resta sans voix. Laure continua. « Mon frère a toujours été facile à tromper. Les jolies femmes ont toujours réussi à lui prendre ce qu'elles voulaient. Vous êtes apparu de nulle part, vous l'avez épousé rapidement et maintenant vous êtes enceinte, très pratique. » Marianne retrouva sa voix, tremblante de colère et d'humiliation. « J'aimais votre frère. Cet enfant est sa fille. Comment osez-vous suggérer autre chose ?» Laure haussa les épaules, continuant à mettre les affaires de Charles dans un sac en toile de jute. « Ce que j'ose ou ne ose pas, peu importe. Le fait est que vous n'avez rien. Vous n'avez personne et vous êtes enceinte. Bonne chance avec ça. » Elle finit de ramasser tout ce qu'elle voulait et partit sans se retourner, laissant Marianne seule dans une maison presque vide, tremblante d'indignation et de peur. 2 jours plus tard, Benoît vint l'avertir que le nouveau contremaître arriverait demain et aurait besoin de la maison immédiatement. Marianne devrait partir dès aujourd'hui. Elle implora un jour de plus, juste un jour de plus pour trouver où aller. Benoît secoua la tête avec regret. Les ordres du colonel étaient des ordres. Si elle ne partait pas volontairement, il devrait la faire enlever de force. Cette nuit-là, Marianne ne dormit pas. Elle resta assise sur le lit étroit qu'elle avait partagé avec Charles, regardant la maison vide autour d'elle. Les meubles appartenaient au domaine et resteraient là. Ses quelques vêtements étaient dans un baluchon par terre. Elle n'avait pas de plan, pas de destination. Quand le soleil se lèverait, elle serait expulsée et ne savait pas où aller. C'est à 3 heures du matin qu'on entendit frapper à la porte. Marianne se leva effrayée, pensant que c'était peut-être Benoît qui venait la chercher avant l'heure convenue. Mais quand elle ouvrit la porte, elle vit Laure debout, accompagnée de 2 hommes que Marianne ne connaissait pas. C'étaient des individus d'apparence rude, avec des vêtements sales et des regards indifférents. « Prenez vos affaires », dit Laure sans préambule. « Nous vous emmenons d'ici. »« Où ça ?» demanda Marianne, confuse. Laure ne répondit pas. Elle fit simplement un geste aux hommes qui entrèrent et prirent le baluchon de Marianne. Elle tenta de résister, de demander ce qui se passait, mais un des hommes la retint par le bras avec force. « Inutile de faire des histoires, » grommela-t-il. « Mieux vaut venir tranquillement. » Marianne fut pratiquement traînée hors de la maison. Une vieille charrette attendait sur la route. Les hommes la jetèrent à l'arrière, entre des sacs de farine et des outils rouillés. Laure monta à l'avant, prit les rênes et fit avancer le cheval. La charrette commença à rouler sur la route sombre, les secousses faisant en sorte que Marianne dut se tenir comme elle pouvait pour ne pas tomber. « Où allons-nous » demanda Marianne, la voix tremblante. Laure ne regarda pas en arrière. « Vers un endroit où vous ne causerez plus de problèmes. Vous resterez là jusqu'à ce que ce bébé naisse et ensuite nous verrons ce que nous ferons de vous. » Marianne sentit la panique lui serrer la gorge. « C'est un enlèvement, vous ne pouvez pas me faire ça. » Laure eut un rire court et sans humour. «
Nous n'avons pas à pouvoir ou ne pas pouvoir quoi que ce soit. Vous n'avez personne à qui vous plaindre. Personne ne vous manquera. Et même si quelqu'un demande, nous dirons que vous avez quitté la région de votre propre gré. Maintenant, restez tranquille. Le voyage va encore être long. La charrette continua sur des routes de plus en plus étroites et précaires. Ils quittèrent la région du domaine et entrèrent dans des zones de forêt denses. Le ciel commença à s'éclaircir lentement, révélant des paysages que Marianne ne reconnaissait pas. Ils s'éloignaient de tout lieu habité. La peur grandissait en elle à chaque kilomètre parcouru. Après presque 2 heures de voyage, la charrette s'arrêta enfin. Marianne regarda autour d'elle et vit qu'ils étaient dans une petite clairière, entourée d'une végétation dense. Au centre de la clairière se trouvait une vieille maison, une construction en torchis et bois qui n'était clairement pas habitée depuis longtemps. Le toit avait des trous, les murs étaient fissurés, la porte était tombée. « C'est ici !» annonça Laure en descendant de la charrette. Marianne fut tirée dehors par les hommes. Elle regarda la maison abandonnée avec une horreur croissante. « Vous ne pouvez pas me laisser ici. Il n'y a rien ici. Pas de nourriture, pas d'eau, rien. C'est une condamnation à mort. » Laure la regarda enfin, et il y avait quelque chose de froid et de calculé dans son regard. « Mon frère amassait de l'argent, » dit-elle. « Il avait près de 100 000 francs d'économie, de l'argent qu'il avait économisé pendant des années. Savez-vous où se trouve cet argent, Marianne ?» Marianne fut confuse. « Quel argent ? Charles ne m'a jamais parlé d'argent caché. »« Ne me mentez pas, » siffla Laure. « Je sais qu'il le gardait dans une boîte enterrée près de la maison, mais quand je suis allé chercher, la boîte était vide. Vous avez pris l'argent. »« Je n'ai rien pris, » dit Marianne désespérée. « Je ne savais même pas que cet argent existait. S'il existait, peut-être que quelqu'un d'autre l'a trouvé avant. » Laure fit un pas vers elle, le visage déformé par la colère. « Vous resterez ici jusqu'à ce que vous me disiez où est l'argent. Quand vous déciderez de dire la vérité, quelqu'un viendra vous chercher. D'ici là, réfléchissez bien à vos choix. » Elle fit un geste aux hommes qui jetèrent le baluchon de Marianne par terre devant la maison, puis montèrent dans la charrette et partirent, laissant Marianne seule au milieu de nulle part. Marianne resta là, immobile, regardant la charrette disparaître entre les arbres. Le silence qui suivit fut absolu. Il n'y avait pas de bruit de personne, pas de maison proche, rien d'autre que le chant des oiseaux et le vent dans les feuilles. Elle était complètement isolée, enceinte de 7 mois, sans nourriture, sans eau, sans aide. Lentement, Marianne s'approcha de la maison abandonnée. La porte était si tordue qu'elle dut la pousser avec force pour l'ouvrir. L'intérieur était sombre et humide. Il n'y avait que 2 pièces. La pièce de devant avait le sol en terre battue, couvert de feuilles mortes et d'excréments d'animaux. Les restes d'une table pourrissaient dans un coin. Des toiles d'araignée couvraient les murs. La chambre du fond était dans des conditions encore pires. Il y avait un grand trou dans le toit, laissant voir le ciel à travers les tuiles cassées. L'odeur de moisi était suffocante. Marianne vit des marques de pattes sur le sol, probablement de fouines ou d'autres animaux qui utilisaient cet endroit comme abri. Il n'y avait pas de lit, rien d'utile. Marianne retourna dehors, respirant profondément l'air frais pour nettoyer ses poumons du moisi. Elle devait penser clairement, ne pas paniquer. D'abord, elle devait trouver de l'eau. Sans eau, elle ne survivrait pas 3 jours. Elle commença à explorer les alentours de la maison, cherchant des signes de source ou de ruisseau. Elle trouva un vieux puits à environ 50 mètres de la maison. La structure de pierres autour était partiellement effondrée, mais quand elle se pencha et regarda en bas, elle put voir l'éclat de l'eau au fond. Le problème était qu'il n'y avait pas de seau, pas de corde. Marianne dut improviser en utilisant sa tasse en métal attachée à un morceau de tissu déchiré de sa propre jupe. Il lui fallut plusieurs minutes d'essai pour réussir à descendre la tasse jusqu'à l'eau et la remonter sans tout renverser. L'eau était glaciale et avait un goût terreux, mais c'était de l'eau. Marianne but avec avidité, étanchant la soif qui la tourmentait depuis le voyage forcé. Puis elle remplit à nouveau la tasse et la porta à l'intérieur de la maison, la plaçant dans un coin sûr. Quant à la nourriture, la situation était plus compliquée.
Il n'y avait absolument rien dans la maison, ni aux alentours immédiats. Marianne fouilla chaque recoin, espérant trouver au moins quelques grains oubliés. Mais la maison était complètement vide. Elle devrait trouver de la nourriture dans la nature et ses connaissances sur les plantes comestibles étaient limitées. Elle marcha dans la zone autour de la clairière, cherchant des fruits ou des racines qu'elle reconnaîtrait. Elle trouva quelques mûriers sauvages, poussant près de la forêt. La plupart des fruits étaient par terre, déjà gâtés, mais elle réussit à en cueillir une poignée de ceux qui étaient encore sur les branches les plus basses. Elle en mangea quelques-uns sur place, le jus sucré explosant dans sa bouche, et garda le reste dans le pli de sa jupe. Elle trouva également quelques blettes sauvages poussant près d'un ruisseau qu'elle découvrit à environ 200 mètres de la maison. Elle reconnut les feuilles caractéristiques. Sa mère cuisinait des blettes sauvages quand elle était enfant, mais elle savait que les feuilles devaient être bien cuites pour ne pas provoquer d'irritation dans la bouche et la gorge. Sans feu, elle ne pourrait pas les manger. Marianne tenta de faire du feu en utilisant des brindilles sèches et la friction, une technique qu'elle avait vue des hommes utiliser, mais ses mains, habituées à la couture et aux travaux domestiques, n'avaient ni la force ni la technique nécessaire. Après 1 heure d'essai, les paumes des mains blessées et douloureuses, elle abandonna. Elle ne réussirait pas à faire du feu seule. La première nuit dans cette maison fut la plus longue et la plus terrifiante de la vie de Marianne. Elle s'assit dans un coin de la pièce de devant, enveloppée dans son mince châle, écoutant les sons de la forêt environnante. Il y avait des bruits qu'elle ne pouvait identifier, de petits pas à l'intérieur de la maison, probablement des rats. Des sons plus forts dehors, peut-être des animaux sauvages. Le vent faisait grincer toute la maison comme si elle allait s'effondrer à tout moment. Marianne parla au bébé pendant cette nuit interminable, posa ses mains sur son ventre et murmura des promesses qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir. Elle promit qu'elle trouverait une issue. Elle promit qu'elle protégerait l'enfant. Elle promit de ne pas les laisser mourir là, dans cet endroit oublié. Mais intérieurement, la peur la consumait. Comment sortirait-elle de cette situation? Comment survivrait-elle? Les jours suivants furent une lutte constante pour la survie. Marianne se levait avec le soleil et passait les matinées à chercher de la nourriture aux alentours. Elle découvrit d'autres arbres fruitiers, des prunelliers, des cornouillers, quelques gros œillets sauvages. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Elle apprit à identifier quels fruits au sol étaient encore comestibles et lesquels étaient complètement gâtés. Elle trouva également une fourmilière de grandes fourmis et, vainquant son dégoût initial, réussit à en capturer quelques-unes. Elle se rappelait vaguement avoir entendu dire que les gens de la campagne mangeaient de grosses fourmis, disant qu'elles avaient un goût de noisette. L'estomac gargouillant de faim, Marianne ferma les yeux et les mangea. Le goût était étrange, terreux, mais c'était des protéines. C'était quelque chose de solide dans son estomac vide. Les nuits restaient terrifiantes. Marianne dormait peu, se réveillant toujours au moindre bruit différent. Son corps lui faisait constamment mal, son ventre pesait lourd, rendant chaque mouvement difficile. Son dos lançait, ses pieds gonflaient à force de marcher pour chercher de la nourriture. Elle perdait du poids, son visage devenant plus maigre, malgré son gros ventre. Une semaine passa, Marianne commença à perdre espoir. Laure n'était pas revenue. Personne n'était apparu. Elle commençait à accepter qu'elle mourrait peut-être là, seule. Et le bébé allait naître bientôt, peut-être dans 2 ou 3 semaines. Comment accoucherait-elle seule? Comment couperait-elle le cordon ombilical? Comment garderait-elle l'enfant en vie, sans aide? C'est le matin du 8e jour que tout changea. Marianne était accroupie près du ruisseau, se lavant le visage avec l'eau froide, lorsqu'elle entendit un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des jours, des sabots de cheval. Son cœur s'emballa. Était-ce Laure qui revenait? Était-ce quelqu'un qui venait l'aider ou d'autres problèmes? Elle se leva avec difficulté et regarda dans la direction du son. Entre les arbres, elle vit un cavalier s'approcher. Ce n'était pas Laure. C'était un homme monté sur un grand cheval bien entretenu. Il portait des vêtements de qualité, des culottes de cheval, une chemise blanche,
un gilet sombre, un chapeau à large bord. Il y avait de l'autorité dans la façon dont il se tenait en selle, dans la façon dont il guidait l'animal. L'homme vit Marianne au moment même où elle le vit. Il tira sur les rênes, faisant arrêter le cheval, et l'observa un long moment. Marianne resta immobile, ne sachant si elle devait courir, se cacher ou simplement attendre. Une partie d'elle était si épuisée qu'elle n'avait même plus l'énergie de fuir. L'homme descendit de cheval d'un mouvement agile. Il était grand. Il devait avoir une 50aine d'années. Il avait les cheveux gris, le visage marqué de rides, qui témoignaient d'années passées sous le soleil, une moustache bien taillée. Ses yeux étaient pénétrants, d'un brun foncé, mais il n'y avait pas de cruauté en eux. Il y avait plus de surprise et de confusion. « Bonjour, dit-il, la voix grave et contrôlée. « Que faites-vous ici, madame? Cette propriété est abandonnée depuis des années. Personne n'y habite. » Marianne ouvrit la bouche pour répondre, mais découvrit qu'elle ne pouvait pas former de mots. Soudain, tout ce qu'elle avait enduré la semaine passée remonta à la surface. Les larmes commencèrent à couler avant qu'elle ne puisse les contrôler. L'homme fit un pas vers elle, puis s'arrêta comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Madame, vous allez bien? Vous êtes blessée. Vous avez besoin d'aide. »« Non, » réussit enfin à dire Marianne, sa voix rauque de ne pas avoir été utilisée. « Je ne vais pas bien. On m'a amené ici. On m'a abandonné ici. Je n'ai pas de nourriture. Je n'ai rien. » L'expression de l'homme changea. La surprise fit place à quelque chose de plus sombre, une colère contenue. « Qui a fait ça? Qui vous a amené ici ?» « La famille de mon mari. » Marianne essuya ses larmes du revers de la main. « Mon mari est mort. Ils m'ont accusé. Ils ont dit que j'avais volé de l'argent. Ils m'ont enlevé et m'ont laissé ici. » L'homme resta silencieux un instant, traitant ses informations. Puis il demanda « Comment vous appelez-vous ?»« Marianne. »« Marianne Dumont. » Il hocha la tête. « Mon nom est Laurent de Villeneuve. Je suis propriétaire du domaine de l'Espérance Verte. Cette propriété où vous vous trouvez fait partie de mes terres. Cette maison appartenait à l'ancien régisseur du domaine voisin. Elle a été abandonnée lorsque cette propriété a fait faillite il y a 5 ans. »« Monsieur de Villeneuve, » dit Marianne, une nouvelle vague de désespoir l'envahissant. « Je jure que je ne savais pas que cette terre appartenait à quelqu'un. Ils m'ont juste laissé ici. Je peux partir. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me rendre au village le plus proche. »« Vous êtes enceinte, » dit Laurent. Non pas comme une question, mais comme une constatation. De combien de mois? 7 mois? Presque 8? Et vous êtes ici seul? Depuis combien de temps? 1 semaine. Laurent passa la main sur son visage, un geste de quelqu'un qui tentait de contrôler une profonde colère. 1 semaine, une femme enceinte de 7 mois, seule, sans nourriture adéquate, sans abri décent, sans aide. C'est inhumain. Il regarda Marianne à nouveau, et il y avait de la décision dans ses yeux. « Venez avec moi. Je vais vous emmener au domaine. Vous avez besoin de nourriture. Vous avez besoin de soins. Vous avez besoin d'un endroit décent pour rester avant que ce bébé ne naisse. » Marianne hésita. « Mais, monsieur, vous ne me connaissez pas. Pourquoi m'aideriez-vous ?»« Parce que c'est ce qu'il faut faire, » répondit simplement Laurent. « Parce qu'aucune personne respectable ne laisserait une femme enceinte mourir de faim sur ces terres. Ce serait une honte que je ne porterais pas. Maintenant, venez, nous n'avons pas de temps à perdre. » Il l'aida à prendre son baluchon qui était à l'intérieur de la maison et l'aida ensuite à monter sur le cheval. Marianne s'assit devant, tandis qu'il montait derrière, tenant les rênes autour d'elle. C'était la première fois en 1 semaine qu'elle n'était pas seule, et la sensation était si accablante qu'elle dut fermer les yeux pour retenir de nouvelles larmes. La chevauchée jusqu'au domaine de l'Espérance Verte dura environ 1 demi-heure. Le chemin traversait des champs cultivés qui s'étendaient à perte de vue. Puis ils passèrent par des pâturages avec du bétail, par des zones de forêt préservées. Finalement, la grande demeure apparut au sommet d'une douce colline. C'était une construction imposante, 2 étages, murs blancs,
toit de tuiles rouges en parfait état, large véranda avec des colonnes en bois, grandes fenêtres avec des persiennes peintes en vert foncé, jardin bien entretenu tout autour, avec des fleurs colorées et des arbres touffus offrant de l'ombre. C'était le genre de propriété qui témoignait d'une richesse ancienne, de tradition, de pouvoir. Laurent aida Marianne à descendre de cheval. Elle était étourdie, les jambes faibles. Il dut la tenir par le bras pour qu'elle ne tombe pas. Une femme âgée sortit en hâte de la maison en les voyant arriver. Elle était mince, aux cheveux complètement blancs, attachée en chignon, le visage ridé, mais les yeux vifs. Elle portait une robe sombre et un tablier blanc. « Madame Sébastienne » appela Laurent. « J'ai besoin de votre aide. Voici Marianne. Elle est enceinte de presque 8 mois et a été cruellement abandonnée dans la vieille maison du régisseur. Elle a passé une semaine là-bas sans nourriture adéquate, ni soins. Elle a besoin d'un bain, de vêtements propres, de nourriture, et je veux que vous appeliez le docteur Lefebvre pour l'examiner aujourd'hui même. » Madame Sébastienne regarda Marianne avec un mélange de choc et de compassion. « Mon Dieu du ciel, une femme enceinte abandonnée, quel genre de gens ferait une chose pareille ?» Elle prit immédiatement Marianne par le bras. « Venez, ma fille, nous allons prendre soin de vous. » Marianne fut conduite à l'intérieur de la grande demeure. L'intérieur était frais et propre, avec des meubles en bois sombre, des planchers en bois bien cirés, des tableaux aux murs. Madame Sébastienne la guida par un couloir jusqu'à une chambre au fond du rez-de-chaussée. C'était une chambre simple, mais confortable, avec un lit double couvert de drap blanc, une commode en bois, une chaise, une petite table avec une bassine et une carafe. Pour quelqu'un qui avait passé une semaine à dormir sur le sol, en terre battue d'une maison abandonnée, cela ressemblait à un palais. Marianne s'assit sur le lit et faillit pleurer rien qu'en sentant le matelas moelleux sous elle. Madame Sébastienne prépara un bain tiède dans une baignoire en bois, ajoutant du savon et des herbes qui emplirent l'air d'un arôme apaisant. Marianne plongea dans cette eau avec un soupir de soulagement profond. Madame Sébastienne l'aida à se laver les cheveux, à se frotter le dos, la traitant avec une gentillesse maternelle. Toute la saleté de la semaine passée disparut, laissant sa peau de nouveau propre. Après le bain, Marianne enfila une chemise de nuit propre que Madame Sébastienne lui avait apportée. Un plateau avec de la nourriture arriva ensuite, du bouillon de poulet chaud, du pain frais avec du beurre, un verre de lait. Madame Sébastienne demanda à Marianne de manger lentement, en petite quantité, pour ne pas surcharger son estomac qui était pratiquement vide depuis si longtemps. Chaque cuillerée de ce bouillon était comme une bénédiction. Marianne mangea lentement, savourant chaque gorgée, sentant la nourriture réchauffer son corps de l'intérieur. Quand elle eut fini, elle se recroquevilla dans les oreillers propres et, pour la première fois en une semaine, se permit de se détendre complètement. Elle sentit le bébé bouger en elle, un mouvement fort et sain, comme si l'enfant était également reconnaissant de la nourriture enfin reçue. Madame Sébastienne resta là, l'observant avec inquiétude. « Monsieur le baron a fait appeler le docteur, dit-elle. Il devrait arriver bientôt. En attendant, reposez-vous. Vous avez besoin de reprendre des forces. »« Baron ?» demanda Marianne, confuse. « Monsieur Laurent est un baron. » Madame Sébastienne hocha la tête avec fierté. « Baron Laurent de Villeneuve d'Albeville. Il a reçu le titre impérial il y a 15 ans pour ses services à l'Empire. C'est l'un des hommes les plus respectés de la région. » Marianne absorba cette information en silence. Elle avait été sauvée par un baron, un homme titré et puissant, qui aurait pu l'ignorer complètement, mais qui avait choisi de l'aider. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y gagnait ? Mais elle était trop fatiguée pour poser des questions. Elle accepta simplement la gentillesse qui lui était offerte. Le docteur Lefebvre arriva en milieu d'après-midi. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et des manières douces. Il examina Marianne attentivement, écoutant les battements du cœur du bébé, palpant son ventre pour sentir la position de l'enfant, posant des questions sur sa santé générale. « L'enfant va bien, » annonça-t-il finalement, « miraculeusement bien, compte tenu des circonstances. »
Madame est forte, Marianne. Votre corps a protégé ce bébé, même dans des conditions terribles. Mais vous avez besoin de repos maintenant. Une bonne alimentation. Pas d'effort. Ce bébé peut naître à tout moment. Dans les prochaines semaines, vous devez être préparé. Après le départ du docteur, Laurent frappa à la porte de la chambre. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, restant respectueusement à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle réponde. « Oui », dit Marianne, tirant la couverture jusqu'à sa poitrine, soudain consciente de la situation étrange dans laquelle elle se trouvait. Laurent entra mais resta près de la porte, gardant une distance respectueuse. « Comment vous sentez-vous ?»« Mieux, beaucoup mieux. Merci, monsieur. Merci pour tout. De m'avoir sauvé, pour la nourriture, pour le médecin. Je ne sais pas comment je pourrais vous rembourser. »« Vous ne me devez rien, » dit fermement Laurent. « Ce qu'on vous a fait était cruel et injuste. Toute personne décente aurait fait la même chose que moi. » Marianne baissa les yeux. « Mais je suis une étrangère. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je dis la vérité et si j'ai vraiment volé l'argent dont on m'accuse. » Laurent l'observa un long moment, puis dit « J'ai regardé dans vos yeux. J'ai vu le désespoir, la peur, l'honnêteté. Je ne vois pas une voleuse, je vois une femme qui a subi des injustices et a été abandonnée par des gens qui auraient dû la protéger. » Marianne sentit de nouveau les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi, monsieur ?» Laurent resta silencieux un instant, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Parce que je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Je sais ce que c'est de se retrouver seul. Mon épouse est décédée il y a 3 ans. Un cancer. Nous avons tout essayé, tous les médecins, tous les traitements, mais rien n'a marché. Elle a beaucoup souffert durant les derniers mois. »« Je suis désolé, » dit sincèrement Marianne. « Nous n'avons pas eu d'enfant, » continua Laurent, la voix empreinte d'une vieille tristesse. Elle est tombée enceinte 2 fois, mais a perdu les 2 bébés au cours des premiers mois. Après cela, les médecins ont dit qu'il était dangereux d'essayer à nouveau. Alors nous sommes restés tous les 2 jusqu'à ce qu'elle parte. Et maintenant, je suis seul dans cette grande maison vide. » Marianne commença à comprendre. « Monsieur, la famille vous manque. La voix dans la maison me manque. La vie, un but, » admit Laurent. « Quand je vous ai trouvé dans cette maison abandonnée, enceinte, seule, je me suis souvenu de tout ce que ma femme et moi avions voulu et n'avions jamais eu. Une famille, un enfant, un avenir. » Les jours suivants, Marianne se remit rapidement. La bonne alimentation et le repos adéquat firent des merveilles. Son visage retrouva des couleurs. Ses cernes diminuèrent. Elle commença à se promener dans le jardin quand le soleil n'était pas trop fort, toujours accompagnée de Madame Sébastienne, qui était devenue une présence constante et réconfortante. Laurent gardait une distance respectueuse. Il dînait seul dans le grand salon, tandis que Marianne mangeait dans la cuisine avec Madame Sébastienne. C'était approprié. Une femme seule, sans liens familiaux, ne devait pas s'asseoir à la table d'un homme célibataire, même s'il était son sauveur. Les apparences comptaient, surtout dans une société régie par des règles strictes de bienséance. Mais parfois, au crépuscule, Laurent apparaissait dans le jardin où Marianne se promenait. Ils conversaient de choses simples. Il lui demandait comment elle se sentait. Elle le remerciait à nouveau pour l'hospitalité. Il parlait du domaine, du travail des champs, des projets pour la prochaine récolte. Elle écoutait, fascinée par ce monde qu'elle ne connaissait que de loin. C'est lors d'une de ces conversations au crépuscule, 1 semaine après son arrivée au domaine, que Laurent fit la proposition qui allait tout changer. Ils étaient assis sur un banc en bois sous un jaboticaba, arbre fruitier brésilien que je vais remplacer par un cognacier, plus commun en France et avec une valeur symbolique. Correction, cognacier est un arbre fruitier commun, mais le jaboticaba est décrit comme ombragé. Un cognacier est rarement grand et ombragé. Un tilleul ou un platane pourrait être mieux, ou juste un arbre majestueux. Je vais utiliser un tilleul. « Marianne » Laurent commença, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important, de ce qui se passera après la naissance du bébé. » Marianne sentit une angoisse au creux de sa poitrine.
Ça y était. Il allait dire qu'elle devrait partir. Il avait été généreux, il lui avait donné le temps de se rétablir, mais maintenant il voulait récupérer sa maison. « Je sais que je dois partir », dit-elle rapidement, essayant de garder une voix ferme. « Dès que je pourrai me déplacer avec le bébé, je trouverai du travail quelque part. Je n'abuserai plus de votre gentillesse. »« Ce n'est pas cela, » l'interrompit Laurent. « En fait, je suis ici pour vous faire une proposition de mariage. » Le silence qui suivit fut absolu. Marianne le regarda, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle était sûre qu'elle avait mal entendu. Ce n'était pas possible. Un baron, un homme riche et respecté, proposant le mariage à une veuve enceinte sans rien. « Quoi ?» parvint-elle enfin à demander, sa voix à peine audible. « Je vous propose le mariage », répéta Laurent, gardant sa voix calme, comme s'il discutait de quelque chose de pratique. « Laissez-moi vous expliquer avant que vous ne pensiez que j'ai perdu la tête. » Il respira profondément. « Marianne, vous êtes dans une situation impossible. Sans famille, sans ressources, avec un bébé sur le point de naître. Même si vous trouviez du travail, personne ne voudra embaucher une femme avec un nouveau-né. Et l'enfant, comment grandira-t-il sans nom, sans père, sans avenir sûr ?» Marianne savait déjà tout cela. C'étaient les pensées qui la tourmentaient toutes les nuits. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le mariage? Vous me connaissez à peine. » « Je vous connais suffisamment, » dit Laurent. « Je sais que vous êtes forte. Vous avez survécu à des choses terribles. Je sais que vous êtes honnête. Je le vois dans vos yeux. Je sais que vous êtes travailleuse. Madame Sébastienne me raconte comment vous insistez pour aider aux tâches ménagères, même enceinte. Et je sais que vous avez besoin de protection, d'un nom, d'un avenir pour votre enfant. Et qu'est-ce que vous y gagneriez ?» demanda Marianne, toujours incapable de croire à cette conversation. « Je gagne une maison qui reprend vie, » répondit Laurent. « Je gagne un but. Je gagne un enfant à élever pour laisser mon héritage. Je gagne de la compagnie. 3 ans seul dans cette maison m'ont appris que je n'étais pas fait pour vivre isolé. Mais ce serait un vrai mariage, » demanda Marianne, sentant son visage rougir. « Ce serait un mariage légal aux yeux de l'Église et de la société, » clarifia Laurent. « Mais je n'attendrai rien de vous, sinon que vous soyez la maîtresse de cette maison. Nous aurions des chambres séparées. Notre accord serait pratique. Vous gagneriez protection, nom, avenir pour votre enfant. Je gagnerais de la compagnie et un héritier à élever. Et si les gens parlent, ils diront que je suis une profiteuse, que vous êtes devenu fou. » « Laissez-les parler, » dit Laurent avec fermeté. « J'ai appris il y a longtemps qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens disent. On ne peut que vivre avec ses propres décisions et en être en paix. Ma décision est prise. La question est, quelle est la vôtre ?» Marianne resta silencieuse. Son cœur battait trop fort, son esprit tournait en rond. C'était absurde, c'était impossible, mais c'était aussi la seule solution réelle qu'elle avait. Elle pensa au bébé, à l'enfant qui allait naître bientôt. Elle pensa à l'avenir incertain qu'elle aurait si elle refusait. Elle pensa à la bonté de cet homme étrange qui l'avait sauvée. « J'accepte, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « J'accepte de vous épouser. » Laurent laissa échapper un long soupir, comme s'il avait retenu sa respiration. « Alors c'est décidé. Je parlerai au curé dès demain. Nous devons nous marier avant la naissance du bébé, afin que l'enfant soit enregistré comme le mien aux yeux de la loi. » Le lendemain matin, Laurent chevaucha jusqu'au village pour parler au curé local. Il revint au crépuscule avec une expression sérieuse. « Le curé a fait des objections, » raconta-t-il. « Il a dit que c'était indécent, que les gens parleraient de mal, que je devrais attendre plus longtemps mon deuil pour ma femme. »« Et qu'avez-vous répondu » demanda Marianne, la peur lui serrant la poitrine. « Je lui ai rappelé que ma femme est décédée il y a 3 ans, pas 3 mois. Je lui ai également rappelé que je fais les plus grandes donations pour la rénovation de l'église. Et je lui ai rappelé que je ne demandais pas sa permission. J'informais de ma décision. Il célébrera la cérémonie lundi prochain. » Lundi, dans 3 jours. En 3 jours, Marianne cesserait d'être une veuve sans perspective et deviendrait baronne, l'épouse de l'un des hommes les plus riches de la région.
C'était irréel, c'était impossible, mais cela se produisait. La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les commérages étaient inévitables et cruels. On disait que Marianne était une profiteuse qui avait séduit le baron. On disait que le bébé était le sien et que tout était un mensonge pour dissimuler. On disait qu'elle avait pratiqué la sorcellerie pour le conquérir. On disait qu'il était devenu fou de solitude. Le dimanche, 3 dames de la société locale apparurent au domaine de l'Espérance verte. C'étaient les épouses des hommes les plus importants du village, le juge, le notaire et le commissaire. Elles venaient sous prétexte de visite de courtoisie, mais leurs regards perçants et leurs sourires faux disaient autre chose. Laurent les reçut dans le salon principal avec une politesse glaciale. Marianne, suivant ses instructions, resta dans sa chambre, mais elle pouvait entendre les voix venant du salon. Baron de Villeneuve, la voix stridente de Madame Hortense, épouse du juge, résonna dans la maison. « Nous venons en amis préoccupés. Nous avons entendu des rumeurs troublantes concernant un mariage précipité. Sont-elles vraies ?» Laurent répondit sèchement. « Je me marie demain avec Marianne Dumont. »« Mais, baron, la femme est enceinte. » Madame Mathilde, épouse du notaire, ne dissimula pas son choc. « Et veuve depuis seulement 2 mois. Quel genre d'exemple cela donne-t-il à la communauté ? » « L'exemple que je protège ceux qui en ont besoin, » répondit Laurent d'une voix dure. « Marianne a été cruellement abandonnée par la famille de son défunt mari. Je l'ai trouvée dans des conditions déplorables, presque mourantes. Je lui ai donné refuge, et maintenant je lui donne mon nom. Où est le problème ? » « Ah, le problème est que les gens penseront mal, » dit Madame Emmeline, épouse du commissaire, avec supériorité. « Ils diront qu'il se passe quelque chose d'immoral, que l'enfant est le vôtre, que vous. Ce que les gens pensent n'est pas ma préoccupation. » Laurent l'interrompit, sa voix prenant un ton dangereux. « Ma préoccupation est de faire ce qui est juste, et si mesdames sont venues ici pour me dissuader, elles perdent leur temps. Ma décision est prise. » Les 3 femmes sortirent de la maison, le nez en l'air et les expressions offensées. Marianne les vit par la fenêtre monter dans leur carrosse, murmurant furieusement entre elles. Elle sentit un poids dans sa poitrine. Elle était en train de ruiner la réputation de Laurent. Il serait la cible de commérages et de jugements à cause d'elle. Cette nuit-là, Marianne chercha Laurent dans son bureau. Il était assis devant son secrétaire, révisant des documents à la lumière d'une lampe à pétrole. Il leva les yeux quand elle entra. « Il s'est passé quelque chose ? Vous allez bien ? Le bébé va bien ? » « Je vais bien. Le bébé aussi. » Marianne s'assit sur la chaise devant le secrétaire. « Mais nous devons parler. J'ai entendu ce que ces femmes ont dit. Les commérages vont empirer. Ils vont détruire votre réputation. Peut-être serait-il mieux de ne pas faire cela. » Laurent ferma le livre qu'il lisait et la regarda directement. « Marianne, ma réputation est bâtie sur 40 ans de vie honnête et de travail acharné. Elle ne sera pas détruite par les commérages de femmes oisives. Et même si elle l'était, je choisirais de faire ce qui est juste plutôt que de protéger mon image. Mais monsieur va en souffrir des conséquences, les gens vont le juger. »« Qu'il juge, » dit simplement Laurent. « J'ai vécu longtemps en étant ce que les autres attendaient de moi. Le fils obéissant, le mari exemplaire, le veuf respectueux. Je suis fatigué de vivre selon les attentes des autres. Je ferai ce que je crois être juste, et vous épouser est juste. » Le lundi matin se leva nuageux, mais sans pluie. Madame Sébastienne aida Marianne à s'habiller d'une robe empruntée, vert foncé, la plus formelle qu'ils aient pu adapter à son gros ventre. Ce n'était pas parfait, mais cela ferait l'affaire. Madame Sébastienne arrangea les cheveux de Marianne en un chignon simple, et lui passa un collier de perles, ayant appartenu à la défunte épouse de Laurent. « Elle l'aurait voulu ainsi, » dit Madame Sébastienne, les larmes aux yeux. Madame Béatrice avait un cœur généreux. Elle n'aurait jamais laissé une femme dans le besoin sans aide. Elle serait heureuse, sachant que ses affaires sont utilisées pour le bien.
Ils se rendirent à l'église dans une calèche fermée, seulement Laurent, Marianne et Madame Sébastienne comme témoins. L'église était vide, comme Laurent l'avait demandé. Le père Joachim les attendait à l'autel avec une expression qui mêlait désapprobation et résignation. La cérémonie fut brève. Le père Joachim récita les vœux d'une voix monotone, voulant en finir rapidement. Quand vint le moment pour Laurent de passer l'alliance au doigt de Marianne, elle vit que c'était la même alliance qu'il avait portée avec sa première femme. Il dut percevoir la question dans ses yeux, car il murmura doucement « Béatrice aurait approuvé. Elle a toujours voulu que je sois heureux. » Marianne sentit des larmes lui brûler les yeux. Ce n'étaient pas des larmes de joie romantique, mais de gratitude profonde pour cet homme qui honorait la mémoire de sa femme en aidant une étrangère. « Je vous déclare mari et femme, » dit enfin le père Joachim, visiblement soulagé d'en avoir terminé. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Laurent hésita, puis se pencha et embrassa doucement le front de Marianne, pas les lèvres. C'était un geste respectueux, presque paternel, mais il portait une gentillesse et une promesse de protection. Quand ils sortirent de l'église, Marianne n'était plus Marianne Dumont. Elle était Marianne de Villeneuve d'Albeville, baronne, et l'enfant qu'elle portait serait enregistré comme la fille légitime du baron Laurent de Villeneuve. Les semaines suivantes furent étranges. Marianne se réveillait chaque jour, encore surprise d'être là, mariée à un baron, vivant dans une grande demeure. Laurent tenait sa promesse de respecter ses limites. Ils avaient des chambres séparées. Il n'entrait jamais dans sa chambre, sans frapper et demander permission. Il la traitait avec une courtoisie formelle, comme il traiterait une invitée importante. Les repas étaient initialement inconfortables. Maintenant, Marianne dînait avec Laurent, dans le grand salon, comme il était approprié pour l'épouse, mais il ne savait pas de quoi parler. Il mangeait dans un silence gênant, les seuls bruits étant les couverts, touchant les assiettes et l'horloge murale, marquant les minutes. C'est Madame Sébastienne qui brisa finalement cette glace artificielle. Un soir, elle entra dans la salle à manger, les mains sur les hanches, et dit « Vous deux, vous avez l'air de deux étrangers partageant la même table. Quelle bêtise est-ce là ?» Madame est maintenant la maîtresse de cette maison, Madame Marianne. Commencez à agir comme telle. Et Monsieur le baron doit arrêter de traiter sa propre épouse comme si elle était une visite temporaire. Le silence après ce coup de gueule fut brisé par quelque chose d'inattendu. Laurent rit. Ce fut un rire authentique. Le premier que Marianne avait entendu de lui. « Vous avez raison, Sébastienne, comme toujours. » Il regarda Marianne. « Excusez-moi si j'ai été distant, je ne sais pas vraiment comment faire fonctionner cela. »« Moi non plus, » admit Marianne, et pour la première fois, elle sentit un vrai sourire se former sur ses lèvres, mais peut-être pourrons-nous le découvrir ensemble. À partir de cette nuit, les choses changèrent. Les conversations au dîner devinrent plus naturelles. Laurent commença à raconter des histoires sur le domaine, sur les travailleurs, sur les problèmes et solutions du quotidien. Marianne, à son tour, commença à poser des questions, à offrir des opinions. Laurent commença à lui demander son avis sur les affaires de la maison, quels changements elle ferait, comment elle pourrait améliorer. Marianne, timidement au début, puis avec plus de confiance, commença à suggérer des réorganisations. Le garde-manger pourrait être plus efficace. Le jardin d'herbes médicinales avait besoin d'être agrandi. Les chambres d'amis étaient poussiéreuses et oubliées. C'est justement quand les choses commençaient à se tasser que le problème arriva. Par un après-midi chaud de décembre, 3 semaines après le mariage, Laure Dumont apparut au domaine de l'Espérance verte. Marianne était dans le jardin, arrosant les jeunes plants de basilic qu'elle avait plantés la semaine précédente, lorsqu'elle entendit le bruit d'une charrette qui arrivait. Son cœur se glaça en voyant Laure descendre de la vieille charrette. Sa belle-sœur avait la même expression dure dont Marianne se souvenait. Elle était accompagnée des 2 mêmes hommes qui avaient aidé à enlever Marianne. Ils marchèrent vers elle avec arrogance, comme s'ils avaient tout le droit d'être là. « Alors c'est vrai », dit Laure, regardant Marianne de haut en bas avec dédain.
La misérable veuve a épousé un baron. Quelle chance vous avez! Ou peut-être n'était-ce pas de la chance. Que voulez-vous ici, Laure? Demanda Marianne, forçant sa voix à rester ferme. Je viens chercher ce qui m'appartient de droit. Laure croisa les bras. Ce bébé que vous portez est le fils de mon frère. C'est du sang Dumont. J'ai des droits sur cet enfant. Vous n'avez aucun droit, dit Marianne, une main protectrice sur son ventre. Vous m'avez abandonné pour mourir. Vous avez renoncé à tout droit quand vous m'avez jeté dans cette maison sans nourriture ni eau. C'est alors que la voix de Laurent coupa l'air comme une lame. Et pourtant, vous avez eu l'audace de venir sur ma propriété sans y être invité. Laure se tourna et vit Laurent marchant vers eux. Il venait des écuries, encore vêtu de ses vêtements de travail. Mais il y avait quelque chose dans sa posture qui fit reculer instinctivement les deux hommes aux côtés de Laure. Baron de Villeneuve, Laure tenta de prendre un ton respectueux, mais elle ne put dissimuler complètement l'hostilité. « Je suis venu juste pour discuter d'une affaire de famille. »« Cette femme n'est plus de votre famille, » dit Laurent, se plaçant à côté de Marianne. « Elle est mon épouse, et l'enfant qu'elle porte sera ma fille ou mon fils aux yeux de la loi. Vous n'avez rien à voir avec cela. »« C'est absurde !» explosa Laure. « Cet enfant est du sang de mon frère. Vous ne pouvez pas simplement faire comme si ce n'était pas le cas. »« Je peux et je le ferai, » répondit Laurent avec froideur. « Vous avez abandonné une femme enceinte pour mourir. Vous n'avez aucun droit moral ni légal sur elle ou sur l'enfant. Et si vous êtes apparu ici pensant extorquer de l'argent ou causer des problèmes, vous vous trompez lourdement. » Laure réalisa qu'elle ne parviendrait pas à intimider Laurent. Elle changea de tactique. « Écoutez, baron, soyons pratiques. Cette situation est étrange. Les gens en parlent déjà. Si je commence à répandre que l'enfant est de mon frère, que vous vous êtes mariés juste pour couvrir un scandale. » Si vous faites cela, Laurent l'interrompit. J'utiliserai tout mon pouvoir et mon influence pour vous détruire, vous et ceux qui sont avec vous. Je m'assurerai que personne dans la région ne fasse affaire avec vous. Je rendrai votre vie si misérable que vous regretterez de ne jamais avoir entendu mon nom. Le silence qui suivit fut pesant. Laure regarda Laurent puis Marianne, calculant ses options. Finalement, elle réalisa qu'elle menait une bataille perdue. « Cela ne restera pas ainsi, dit-elle, mais sa voix n'avait plus de conviction. Laurent fit un pas vers elle. « Cela restera exactement ainsi. Et si vous, ou n'importe quel membre de la famille Dumont, réapparaissez ici, je vous ferai arrêter pour intrusion sur propriété. Maintenant, quittez ma terre. » Laure cracha par terre un dernier geste de défi impuissant. Puis, elle monta dans la charrette et partit, les deux hommes courant derrière. Marianne réalisa qu'elle tremblait. Laurent posa une main douce sur son épaule. « Tout va bien. Elle ne reviendra pas. Et même si elle revient, elle n'a aucun pouvoir sur vous ou l'enfant. »« Merci, » dit Marianne, sa voix tremblante. « Merci de me défendre. »« Vous êtes mon épouse, » dit simplement Laurent. « Vous défendre n'est pas une faveur. C'est une obligation. Et plus encore, c'est ce qu'il faut faire. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis le mariage, ils conversèrent vraiment. Ils s'assirent sur la véranda après le dîner, observant les étoiles. Marianne raconta tout sur son premier mariage sans amour, sur la rencontre de Charles et l'espoir, sur l'accident, sur les accusations de Laure, sur l'argent qu'elle était censée avoir volé mais qu'elle n'avait jamais vu. Laurent écouta tout en silence. Puis il parla de Béatrice, son épouse défunte, comment ils s'étaient rencontrés lors d'une fête, les 25 années heureuses passées ensemble, les 2 grossesses perdues qui avaient brisé le cœur de tous deux, la maladie qui l'avait emporté lentement, la solitude qui avait suivi. « Parfois, je me demande si vous n'êtes pas un cadeau, » dit Laurent, regardant le ciel étoilé. « Un dernier cadeau de Béatrice, envoyé d'une manière que je n'aurais jamais attendue. » Marianne sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je prendrai bien soin de cet enfant, » promit-elle. « Et je ferai de mon mieux pour être une bonne maîtresse de cette maison, pour honorer la mémoire de votre épouse. »« Vous le faites déjà ?» répondit Laurent.
Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il lui prit la main et la serra un instant. Les douleurs de l'accouchement commencèrent 5 jours plus tard. C'était un samedi matin. Marianne aidait Madame Sébastienne à organiser le garde-manger lorsqu'elle sentit la première contraction. Elle pensa d'abord que c'était un inconfort normal, mais la douleur revint plus forte 20 minutes plus tard. « Madame Sébastienne » appela-t-elle, sa voix révélant de la nervosité. « Je crois que c'est l'heure. » Madame Sébastienne laissa tout tomber immédiatement. « Sainte Vierge, Madame a mal. Combien de temps entre chaque contraction ? » 20 minutes, je crois. « Alors, nous avons encore le temps, » dit Madame Sébastienne, reprenant le contrôle. « Allons la conduire à sa chambre. Je vais faire chercher le docteur Lefebvre et Madame Fortuné, la sage-femme. » Le travail dura 11 heures. Madame Fortuné, une femme expérimentée de 60 ans qui avait déjà mis au monde des centaines d'enfants, resta aux côtés de Marianne tout le temps. Madame Sébastienne resta également là, essuyant le visage de Marianne avec des linges humides, murmurant des mots d'encouragement. Le docteur Lefebvre arriva et resta en alerte en cas de complications. Laurent resta à l'extérieur de la chambre, comme il était approprié, mais Marianne pouvait l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, clairement angoissée. Les heures passèrent. Les contractions devinrent plus fortes et plus fréquentes. Marianne transpirait, criait, pleurait, mais Madame Fortuné disait que tout progressait normalement. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, Madame Fortuné annonça que c'était l'heure. « Un dernier effort, ma fille, un de plus, et votre bébé va naître. » Marianne rassembla toutes les forces qu'elle avait encore et poussa de toute son intensité. Elle sentit quelque chose bouger, puis un soulagement soudain et écrasant. Et enfin, elle entendit le cri. Un cri fort et sain de nouveau-né. « C'est une fille !» annonça Madame Fortuné avec un sourire énorme. « Une belle et saine petite fille. » Marianne s'effondra dans les oreillers, épuisée au-delà de toute description. Mais quand Madame Fortuné plaça le bébé propre et emmailloté dans ses bras, toute la douleur fut oubliée. L'enfant était parfaite, petite, rosée, avec des touffes de cheveux sombres et des yeux plissés contre la lumière. Madame Sébastienne ouvrit la porte de la chambre et appela Laurent. Il entra hésitant, comme s'il avait peur d'envahir un espace sacré, mais quand il vit Marianne tenant le bébé, son visage se transforma. Il s'approcha lentement et regarda l'enfant avec une expression de révérence absolue. « C'est une fille, » dit Marianne. Sa voix rauque d'avoir tant crié. « Une fille en bonne santé. » Laurent tendit un doigt hésitant et le bébé l'attrapa immédiatement avec sa minuscule petite main. Il laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot. « Elle est parfaite, » murmura-t-il, « absolument parfaite. » Les jours suivants, la demeure de l'Espérance verte fut transformée par la présence de ce petit enfant. Marianne se remettait de l'accouchement tout en allaitant sa fille toutes les quelques heures. Madame Sébastienne assuma le rôle de grand-mère de cœur, toujours prête à prendre le bébé lorsque Marianne avait besoin de se reposer, à changer les couches, à bercer lorsque l'enfant pleurait. Laurent était une surprise constante. Pour un homme d'une 50aine d'années qui n'avait jamais eu d'enfant, il démontrait une aptitude naturelle. Il passait des heures à observer le bébé dormir. Il la tenait avec une prudence révérencieuse, lui parlant à voix basse, lui racontant le domaine, les chevaux, tout ce qu'elle verrait en grandissant. « Nous devons l'enregistrer, » dit Laurent 1 semaine après la naissance, et lui donner un nom. Marianne, assise dans le fauteuil à bascule avec le bébé dans les bras, le regarda. « J'aimerais l'appeler Béatrice, » dit-elle doucement. « En hommage à votre première femme, si vous le permettez. » Laurent resta immobile un long moment. Puis, ses traits se contractèrent et il dut s'éclaircir la gorge avant de parler. Béatrice en serait très honorée et très heureuse. Elle a toujours voulu une fille. Alors c'est décidé, Béatrice de Villeneuve d'Albeville. 2 jours plus tard, ils se rendirent à la mairie du village pour l'enregistrement. Laurent entra avec l'officier d'état civil, tandis que Marianne attendait dans la calèche avec le bébé. Quand il revint, il tenait le document officiel. Nom complet,
Béatrice de Villeneuve d'Albeville. Père, Laurent de Villeneuve d'Albeville. Mère, Marianne Dubois de Villeneuve d'Albeville. Fille légitime, héritière légale de tous les biens et titres de la famille. La vie commença à s'établir dans une routine. Marianne se réveillait avec les premiers rayons du soleil lorsque Béatrice commençait à pleurer en demandant à manger. Après le petit déjeuner, elle s'occupait du bébé, tout en supervisant le travail de la maison. Madame Sébastienne l'aidait en tout, lui enseignant les secrets de la gestion d'une grande propriété. Laurent partait travailler au domaine après le café, mais revenait toujours pour le déjeuner. Après le repas, il avait l'habitude de s'asseoir avec Marianne sur la véranda, tenant Béatrice pendant qu'elle dormait. C'étaient des moments de paix simples où ils parlaient de la journée, de projets pour l'avenir, de rien et de tout. Les commérages dans le village continuaient, mais avec moins d'intensité. Les gens commencèrent à accepter que le baron Laurent s'était réellement marié avec cette veuve mystérieuse. Et quand ils virent comment il traitait le bébé, comment il la regardait avec une adoration sincère, même les plus sceptiques commencèrent à murmurer que ce n'était peut-être pas si scandaleux. C'est 3 mois après la naissance de Béatrice que tout changea de nouveau. Marianne était dans le jardin, profitant de la fraîcheur matinale lorsqu'elle vit un homme inconnu arriver à pied par la route principale. Il était jeune, peut-être 25 ans, mince, avec des vêtements de voyageur usés, il portait une vieille valise et semblait épuisé. L'homme s'arrêta en voyant Marianne. « Excusez-moi de vous déranger, madame, » dit-il, en retirant son chapeau avec respect. « Je cherche le domaine de l'Espérance verte. C'est ici ?»« Oui, c'est ici, » répondit Marianne, l'observant avec prudence. « En quoi puis-je vous aider ?»« Mon nom est Raphaël Dumont, » dit l'homme, et Marianne sentit son sang se glacer. « Je suis le neveu de Charles Dumont. J'ai entendu dire que sa veuve, Marianne, pourrait être ici. Je dois lui parler, c'est urgent. » Marianne resta paralysée. Un autre membre de la famille Dumont. Que voulait-il encore d'elle? « Je suis Marianne, » dit-elle finalement, gardant une voix ferme. « Mais je n'ai rien à dire à la famille de mon défunt mari. J'ai déjà suffisamment souffert de leurs mains. »« S'il vous plaît, » dit Raphaël avec urgence, faisant un pas en avant, mais s'arrêtant en voyant Marianne reculer. « Je ne suis pas comme ma tante Laure. En fait, je suis venu vous avertir de quelque chose. Laure prévoit de vous poursuivre en justice, vous et le baron, alléguant que l'enfant a été volé à la famille Dumont. Elle a engagé un avocat à Villeneuve-sur-Creuse. » Marianne sentit le monde tourner. Poursuivre en justice. Mais l'enfant est légalement la fille du baron. Nous étions mariés avant sa naissance. Je sais, dit rapidement Raphaël, et c'est pourquoi le procès n'aboutira à rien. Mais Laure est têtue et vindicative. Elle causera des problèmes, répandra d'autres commérages, tentera de détruire votre réputation. C'est alors que Laurent apparut, venant des écuries, vit l'étranger converser avec Marianne et accéléra le pas. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ici ?» Raphaël se tourna et fit une révérence respectueuse. « Baron de Villeneuve, je suppose. Mon nom est Raphaël Dumont. Je suis venu vous avertir des plans de ma tante Laure. » Laurent écouta l'explication de Raphaël avec une expression de plus en plus sombre. Lorsque le jeune homme eut terminé, il resta silencieux un instant. Puis il demanda « Pourquoi nous prévenez-vous? Vous faites partie de sa famille ?»« Parce que ce que ma tante a fait était mal, » dit Raphaël avec fermeté. « Abandonner une femme enceinte au milieu de nulle part est inhumain. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait jusqu'à il y a quelques semaines, quand je l'ai entendue s'en vanter auprès de connaissances. J'ai été choqué et dégoûté. Je l'ai confrontée. Je lui ai demandé comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi cruel. Elle a dit que Marianne le méritait pour avoir volé l'argent de son oncle Charles. » Raphaël regarda Marianne. « Est-il vrai qu'il y avait de l'argent caché ?» Marianne secoua la tête avec véhémence. « Je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. Charles ne m'en a jamais parlé. S'il existait, quelqu'un d'autre l'a peut-être trouvé avant, ou Laure ment sur le montant. » Raphaël hocha la tête lentement. « Je vous crois, et de plus,
j'ai quelque chose qui peut t'aider. » Il ouvrit sa vieille valise et en sortit une enveloppe jaunie. « C'est le testament de l'oncle Charles. Je l'ai trouvé parmi les affaires de mon grand-père, qui était le frère du père de l'oncle Charles. Il n'a jamais été enregistré officiellement, mais il est valide. Il a été rédigé 6 mois avant sa mort. » Laurent prit l'enveloppe et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait un papier manuscrit d'une écriture ferme. Il lut à haute voix. « Moi, Charles Dumont, en pleine possession de mes facultés mentales, je lègue tous mes biens et mes économies à mon épouse Marianne. Si je viens à décéder, elle est ma seule héritière. » Signé et daté il y a 6 mois. Le document a été témoigné par 2 personnes, expliqua Raphaël. Les 2 sont encore vivantes et peuvent confirmer l'authenticité. Cela prouve que tout l'argent que l'oncle Charles possédait appartient légalement à Marianne, pas à Laure. Si Laure intente un procès à cause de l'argent, ce document anéantit son cas. Marianne sentit des larmes lui brûler les yeux. Charles lui avait tout laissé. Même sans jamais avoir mentionné des économies, il avait garanti qu'elle serait protégée si quelque chose lui arrivait. Mais Laure avait trouvé l'argent la première et l'avait accusée de vol pour justifier sa propre appropriation illégale. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Laurent à Raphaël, toujours méfiant. « Qui gagnez-vous à nous aider ?»« Rien, » répondit honnêtement Raphaël. « Juste la paix de la conscience. Ce que ma tante a fait était mal. Je ne peux pas le défaire, mais je peux essayer de réparer un peu les dégâts. De plus, elle a dit des choses horribles sur vous. Elle ne mérite pas de gagner. » Laurent étudia le jeune homme un long moment, puis lui tendit la main. « Merci, Raphaël. Votre honnêteté est rare et précieuse. » Raphaël lui serra la main avec un soulagement visible. « Il y a autre chose. J'ai des documents qui prouvent que Laure a retiré 100 000 francs d'un compte bancaire au nom de l'oncle Charles, 3 jours après son enterrement. Elle a falsifié la signature de Marianne pour effectuer le retrait. »« C'est de la fraude, » dit Laurent, sa voix prenant un ton dangereux. « Avec ces documents, nous pouvons non seulement nous défendre de son procès, mais aussi la poursuivre pour fraude, détournement de fonds et diffamation. »« Exactement, » confirma Raphaël. « Elle a essayé de vous détruire, mais en réalité, elle s'est détruite elle-même. » Laurent invita Raphaël à entrer et à déjeuner avec eux. Pendant le repas, Raphaël raconta davantage sur la famille Dumont, comment ils étaient des personnes amères et avides, comment Laure avait toujours été la pire, manipulant et exploitant tout le monde autour d'elle, comment lui-même s'était tenu à distance d'eux pendant des années. Après le déjeuner, Laurent emmena Raphaël et les documents chez l'avocat de la famille au village. L'avocat, maître Lambert, analysa tout soigneusement, puis sourit de satisfaction. « Avec cela, non seulement nous empêchons le procès de Madame Laure, mais nous pouvons la poursuivre au pénal. Elle ira en prison si elle persiste. » 2 jours plus tard, Laure reçut une notification officielle. Soit elle abandonnait immédiatement tout projet de procès et restituait l'argent volé, soit elle serait poursuivie au pénal pour fraude et détournement de fonds. Les preuves étaient incontestables. Elle avait 1 semaine pour décider. Laure tenta de négocier, mais maître Lambert fut inflexible. Restitution complète de l'argent avec intérêt, plus une confession écrite de ce qu'elle avait fait, ou la prison. Laure n'eut pas le choix. Elle se présenta chez l'avocat 3 jours plus tard, vaincue, et signa tous les documents nécessaires. L'argent fut restitué à Marianne. C'était une somme considérable, fruit d'années d'économie de Charles. Marianne regarda les billets empilés et ressentit des émotions contradictoires. C'était l'argent que Charles avait accumulé, en rêvant d'un avenir qu'il n'aurait jamais. Mais maintenant, il pouvait garantir l'avenir de Béatrice. « Laurent, » dit Marianne cette nuit-là, après que Béatrice se fut endormie. « Cet argent est le mien de droit par le testament de Charles, mais j'aimerais l'utiliser pour améliorer le domaine, investir dans quelque chose qui nous profite à tous. » Laurent la regarda avec surprise et quelque chose de plus, de l'admiration. « Vous n'avez pas à faire cela. L'argent est à vous. Vous pouvez le garder, en faire ce que vous voulez. »
Je sais, mais je veux contribuer à cette maison, à cette famille. Vous m'avez sauvé, vous m'avez donné un nom, vous avez donné un avenir à ma fille. Laissez-moi vous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. » Laurent resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Il y a un projet que je voulais réaliser depuis des années, mais je n'ai jamais eu assez de capital. Construire une école pour les enfants des travailleurs du domaine, leur apprendre à lire et à écrire. » Les yeux de Marianne s'illuminèrent. « C'est parfait. Nous ferons cela ensemble. Ce sera notre projet, notre héritage. » Et ainsi commença une nouvelle phase. Dans les mois suivants, ils planifièrent et construisirent l'école. C'était un bâtiment simple mais solide, avec 2 salles de classe, des pupitres en bois, une petite collection de livres. Ils engagèrent une institutrice du village, Madame Colette, une dame veuve qui adorait enseigner. L'école ouvrit 6 mois plus tard, avec 15 élèves, des enfants de 5 à 12 ans, fils des travailleurs du domaine, qui auparavant n'avaient aucun accès à l'éducation. Marianne visitait l'école chaque semaine, portant Béatrice dans ses bras. Conversant avec les enfants, apportant de nouveaux matériaux, Raphaël Dumont devint une présence constante au domaine. Il n'avait nulle part où aller, et Laurent lui avait offert du travail comme assistant administratif. Raphaël avait accepté avec gratitude et s'était avéré être un travailleur dévoué et honnête. Lui et Marianne développèrent une amitié sincère, unie par la mémoire de Charles et le désir de faire le bien. Les commérages sur le mariage de Laurent et Marianne cessèrent finalement. Les gens virent comment ils travaillaient ensemble, comment ils s'occupaient de Béatrice, comment ils amélioraient la vie des travailleurs. Même les 3 dames les plus bavardes du village durent admettre qu'elles avaient peut-être mal jugé. Béatrice grandissait rapidement. À 6 mois, elle s'asseyait seule et riait des grimaces que Laurent lui faisait. À 9 mois, elle rampait partout dans la maison, toujours suivie par Madame Sébastienne, qui craignait que la petite fille ne se blesse. À 12 mois, elle fit ses premiers pas hésitants, tombant dans les bras ouverts de Marianne. La relation entre Marianne et Laurent évolua également. Le respect initial se transforma en amitié sincère. Ils parlaient de tout, riaient ensemble et prenaient les décisions du domaine en partenariat. Laurent commença à demander l'avis de Marianne sur les affaires, valorisant son intelligence et sa perspicacité. Une nuit, presque 2 ans après le mariage, ils étaient assis sur la véranda, observant les étoiles, comme ils le faisaient fréquemment. Béatrice dormait dans sa chambre. Madame Sébastienne ronflait doucement dans le salon. Il y avait la paix en ce moment, une tranquillité que Marianne n'avait jamais imaginée possible dans sa vie. « Marianne, » Laurent dit doucement, « puis-je poser une question ?»« Bien sûr, » répondit-elle, se tournant pour le regarder. « Regrettez-vous de m'avoir épousée, d'être ici ?» Marianne fut surprise par la question. « Regretter ?»« Non, jamais. Pourquoi ? Parce que notre mariage a commencé comme un arrangement pratique. Vous n'aviez pas de véritable choix. Je ne veux pas que vous vous sentiez piégé. » Marianne réfléchit attentivement avant de répondre. « Il est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de choix au début, mais maintenant, avec le recul, je ne changerai rien. Vous m'avez sauvé, vous m'avez donné ma dignité, vous avez donné un avenir à Béatrice. Plus que cela, vous m'avez donné un vrai foyer. Je suis plus heureuse ici que je ne l'ai jamais été dans ma vie. » Laurent laissa échapper un long soupir, comme s'il avait retenu sa respiration. « Moi aussi, » admit-il. « Je pensais que je ne serais plus jamais heureux après avoir perdu Béatrice. Cette maison était si vide, si silencieuse. Maintenant, elle a de la vie, elle a un but. Vous et la petite Béatrice m'avez donné une raison de me lever le matin. » Il y eut un moment de silence confortable. Puis, Laurent continua. « Je sais que notre accord original était de garder des chambres séparées, de maintenir une distance, mais dernièrement j'ai pensé, j'ai senti. » Il s'arrêta, luttant clairement pour trouver ses mots. Marianne sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez senti quoi ? Que peut-être nous pourrions être plus qu'un arrangement pratique, » dit Laurent, la regardant directement. « Que peut-être nous pourrions être un vrai couple, mais seulement si vous le voulez.
Seulement si vous ressentez la même chose, je ne forcerai jamais rien. Je ne ferai jamais pression, Marianne. Le voulez-vous? Marianne regarda cet homme qui l'avait sauvée, qui avait pris soin d'elle et de sa fille, qui était devenu son meilleur ami, et réalisa que oui, à un moment donné, au cours des 2 dernières années, ses sentiments avaient changé. Le respect s'était transformé en affection, l'affection en quelque chose de plus profond. « Oui, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Je le veux. » Laurent lui tendit la main et elle la prit. Il la tira doucement vers lui et l'embrassa. Ce ne fut pas comme le baiser chaste sur le front le jour de leur mariage. Ce fut un vrai baiser, empreint de promesses et de sentiments trop longtemps gardés. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient des larmes aux yeux. « Vous êtes sûr ?» demanda Laurent une fois de plus. « Oui », répondit Marianne avec fermeté. « Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas de la gratitude, c'est un choix. Je vous choisis. Je nous choisis. » Cette nuit-là, pour la première fois, Marianne ne dormit pas dans sa chambre et, finalement, 2 ans plus tard, ce mariage de convenance se transforma en quelque chose de réel. 3 mois plus tard, Marianne découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, il n'y avait pas de peur, pas d'incertitude, il n'y avait que de la joie partagée. Laurent fut aussi ému que lors de la naissance de Béatrice, peut-être même plus, parce que cette fois, l'enfant serait vraiment le sien dès la conception. Béatrice, maintenant âgée de 2 ans et demi, fut informée qu'elle aurait un petit frère ou une petite sœur. La fillette ne comprit pas complètement, mais sembla enthousiasmée par l'idée. Elle passait des heures à converser avec le ventre de Marianne, racontant des histoires incompréhensibles dans son langage de petit enfant. La grossesse se déroula tranquillement. Marianne était plus âgée maintenant. Elle avait 35 ans, mais elle était en bonne santé et bien soignée. Le docteur Lefebvre l'examinait régulièrement. Madame Sébastienne la dorlotait constamment. Laurent la traitait comme si elle était faite de verre, préoccupée par chacun de ses mouvements. Raphaël apporta des nouvelles de Laure, qui avait quitté la région, déménageant dans le sud du pays, avec ce qui restait de l'argent qu'elle avait réussi à garder. Personne ne la regretta. Le chapitre du Mont était enfin clos. Marianne était de Villeneuve, maintenant de nom et de cœur. Le bébé naquit un matin de printemps. Ce fut un accouchement plus rapide que celui de Béatrice, ne durant que 6 heures. Madame Fortuné était là de nouveau, maintenant accompagnée d'une assistante plus jeune qui apprenait le métier de sage-femme. « C'est un garçon !» annonça Madame Fortuné avec joie. « Un garçon fort et en bonne santé. » Laurent pleura ouvertement, en tenant son fils pour la première fois. C'était un homme de 55 ans, tenant son premier enfant biologique, quelque chose qu'il n'avait jamais cru avoir. Le bébé était parfait, avec des yeux bleus comme ceux de Laurent, et des touffes de cheveux châtains comme Marianne. « Nous l'appellerons Charles, » dit Marianne, regardant Laurent, « en hommage à l'homme qui m'a donné Béatrice. » Laurent comprit qu'elle ne reniait pas son passé, mais l'honorait. « Charles Laurent de Villeneuve d'Albeville, » dit-il. « Un nom fort pour un garçon fort. » Les années suivantes furent des années de prospérité et de bonheur. Le domaine de l'Espérance verte prospéra sous l'administration conjointe de Laurent et Marianne. L'école grandit, gagnant une salle de classe supplémentaire et plus d'enseignants. Béatrice se montra intelligente et curieuse, commençant déjà à apprendre les premières lettres à 4 ans. Charles grandissait fort et en bonne santé, un garçon joyeux qui adorait suivre son père dans les champs et les écuries. Laurent lui enseignait la terre, les animaux, la responsabilité. Marianne lui enseignait la gentillesse, la justice, comment traiter tout le monde avec dignité. Raphaël épousa la fille d'un commerçant du village et construisit une petite maison plus confortable sur les terres du domaine. Lui et son épouse devinrent une partie de la famille élargie. Leurs enfants, quand ils naquirent, grandirent en jouant avec Béatrice et Charles. Madame Sébastienne, maintenant âgée de 70 ans, accepta finalement de former une jeune remplaçante, mais continuait de vivre dans la grande demeure. Elle disait qu'elle ne partirait de là que quand le bon Dieu l'appellerait. « Et même là, plaisantait-elle, je pourrais discuter avec lui, et lui demander de rester encore un peu. »
Un soir, 5 ans après ce sauvetage miraculeux dans la maison abandonnée, Laurent et Marianne étaient sur la véranda observant Béatrice et Charles jouer dans le jardin. Les enfants couraient entre les arbres, leur rire résonnant dans l'air. Le soleil se couchait peignant le ciel d'or et de rouge. « Vous vous souvenez de ce jour ?» demanda Laurent. « Quand je vous ai trouvé dans cette maison. »« Comment l'oublier ?» répondit Marianne en prenant sa main. « Ce fut le jour où ma vie a changé. » « Ce fut le jour où nos 2 vies ont changé, » corrigea Laurent. « Vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé. Cette maison était morte. Vous y avez ramené la vie. » Marianne posa sa tête sur son épaule. « Parfois, je fais encore des cauchemars sur cette semaine passée seule, sur la peur que j'ai ressentie. Mais ensuite, je me réveille et vous êtes là. Les enfants sont dans la chambre à côté et je réalise que cela en valait la peine. Tout en valait la peine pour en arriver là. » Laurent embrassa le sommet de sa tête. « Béatrice m'a dit hier que quand elle serait grande, elle voulait être institutrice, comme Madame Colette, et Charles a dit qu'il voulait s'occuper du domaine comme moi. Ils ont des rêves, un avenir, c'est ce qui compte. » Marianne sourit. « Et nous avons construit cet avenir ensemble, de rien, du désespoir. Nous avons construit une famille. Et quelle famille ?» dit Laurent.